On commence? Super. Alors, bonjour et bienvenue dans ce troisième webinaire du réseau Français Ville Santé qui a pour vocation à voilà, vous accompagner, vous et lui, dans votre prise de mandat sur différents sujets. Je me présente, je suis Julie Devez, alternante au réseau Français Ville Santé sur ces questions d'accompagnement dans le cadre des municipales. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on se retrouve sur le sujet de l'offre et l'accès aux soins. C'est le troisième webinaire qui complète un champ d'action qu'ont les collectivités. On a commencé par parler de qu'est-ce qu'être élu à la santé et qu'est-ce que l'approche santé dans toutes les politiques. On s'est retrouvé en juin dernier pour parler plutôt de promotion et prévention en santé, aujourd'hui offre et accès aux soins, et on se retrouvera en septembre pour parler de santé environnementale et voilà, vraiment comment intégrer la santé dans le cadre de vie. Je le rappelle, c'est des webinaires qui ont été enregistrés, donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis après, une synthèse plus générale sera faite à la fin de ce cycle de webinaires pour les personnes n'ayant pas pu être là à tous ces webinaires, voilà, de retrouver toutes les informations. J'en profite aussi pour vous parler du kit Nouvel Élu, qui va bientôt être envoyé de façon postale aux villes santé uniquement. Mais sinon, tout le monde peut le retrouver sur la page municipale du réseau français Ville Santé. Et c'est vraiment un super outil puisque ça recense en un seul endroit plein de publications que peuvent utiliser les élus dans cette prise de mandat. On a notamment le livret euh, une intercommunalité agir sur la santé et le bien-être. Voilà, plein d'ouvrages sur différentes thématiques. Et puis, c'est un super outil. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc, pour l'instant, nous sommes 29 participants, mais je pense que c'est un nombre qui va augmenter. Dans les inscrits, vous êtes une grande majorité de villes. Ah, vous êtes inscrits, mais par contre, une minorité de villes santé. Donc, bienvenue à tous ceux qu'on ne connaît pas. C'est des webinaires qui ont vraiment voilà, vocation à s'adresser aux élus. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer plutôt de prendre cet angle-là dans nos discours. 84% d'entre vous n'ont jamais participé à une action du réseau français Ville Santé. Donc, on va essayer de le présenter très rapidement sans rentrer dans le détail comme on a pu faire sur ces deux premiers webinaires. Et puis, dans le questionnaire d'inscription, j'avais posé la question si vous vous sentez plutôt débutant, intermédiaire ou avancé sur ces questions d'enjeux de santé publique. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande majorité qui se positionne plutôt comme débutant intermédiaire. Donc, on va essayer voilà, vraiment de reprendre les bases et de ne pas rentrer directement dans des projets un peu plus ambitieux. Parmi les priorités du mandat identifié, bien évidemment, l'offre et l'accès aux soins est fortement ressorti. D'où l'utilité de ce webinaire aujourd'hui. Et donc, qui va se dérouler de la façon suivante. On va avoir une première présentation voilà, du réseau, des travaux qu'on a pu réaliser, et puis plus globalement sur le rôle des villes et intercommunalités sur l'offre et l'accès aux soins. Et après, on aura la chance d'avoir une partie un peu plus active avec deux élus à la santé de la ville de Rezé et de Châteauroux qui vont nous expliquer, eux, comment est-ce qu'ils agissent sur ce sujet dans leur collectivité. Et puis après, ça ouvrira la conversation. Et donc, le temps d'échange se déroulera à la fin. On essaye de faire en sorte qu'il sera plutôt conséquent pour répondre à toutes vos questions. Donc, si c'est bon avec vous, je laisse la parole à Maud pour parler de tout ça. Oui, merci. Et je te laisserai, Julie, accepter les nouveaux participants pendant que je présente. Donc oui, bonjour. Donc Maud Luerne, donc je suis directrice du réseau français Vie Santé. Et donc dans le cadre de ce webinaire, on a voulu vraiment focaliser sur la question de l'offre et de l'accès aux soins. Mais on va aussi un petit peu aborder la question de la place de la médiation et de l'aller vers sur ce sujet-là et un petit peu de la prévention également. L'idée, c'est de vous donner, moi, dans ma présentation, l'ampleur des travaux qu'on a pu réaliser dans le cadre du réseau. Sachant que nous, en interne, on n'a pas de chargé de mission offre et accès aux soins. On a travaillé sur un mode projet, mais sur lequel on a quand même pu fournir pas mal d'informations et de ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans le cadre de cette nouvelle mandature. Donc, je vais te laisser passer le slide, Julie. Donc, on a initié des travaux en 2020 et on a publié un ouvrage qui s'appelle Offre et accès aux soins primaires, quel rôle des villes et intercommunalités. Donc là, je vais vous mettre dans la conversation le lien
vers cet ouvrage. On a également un lien vers notre site internet qui sera mis plus tard. Il y a une synthèse de cet ouvrage qui est réalisée. Et l'idée de cet ouvrage, ça a été de travailler avec un groupe de travail du réseau sur comment les villes accompagnent ou travaillent sur cette question d'offre et d'accès aux soins. Et on a pu montrer justement toute la palette de types d'actions, de types d'accompagnement qui est réalisée face à un sujet sur lequel finalement les villes n'ont normalement pas de compétences en propre, mais malgré tout, via leurs compétences générales ou autres, sont amenées à intervenir, soit via les aménagements favorables à la santé, soit via tout simplement des demandes et des questionnements de la part des médecins ou des habitants face à une offre de soins qui est insuffisante sur le territoire ou dans certains quartiers. Donc voilà, donc nous, dans nos travaux, dans le cadre de l'ouvrage Offre et accès aux soins primaires, on a pu travailler à la fois sur cette question de quel est le rôle de la ville sur en termes d'observatoire, de ce qu'il y a en termes de ressources et de professionnels sur le territoire, quels sont les besoins des habitants, et aussi sur le volet d'animation, sur la question de l'incitation et de la facilitation à l'installation des professionnels de santé et la mise en lien avec différents acteurs, le rôle de lien avec les habitants, de rapprocher les habitants aussi vers le soin. Et là, on voit que c'est un levier qui est aussi un majeur pour les villes de faire ce travail de lien avec les habitants, avec toujours un fil rouge quand même de ce qu'on a pu travailler dans le cadre des exemples qui nous étaient apportés. C'est toujours cette question de réduire les inégalités à la fois sociales et territoriales de santé dans l'accès aux soins. Donc, slide suivante, merci. Donc, les constats, mais je vais rien vous apprendre puisque vous êtes plus experts. Accompagner l'offre et l'accès aux soins sur un territoire, c'est une démarche complexe. Ça demande du temps d'agent. Ça demande aussi, et là je l'ai pas mis, mais une volonté aussi politique, l'implication d'un ou plusieurs élus, et de faire ce travail de lien avec les professionnels du territoire. Donc, ça passe par différentes actions. Je l'ai déjà dit, sur recueil des besoins, accès aux données, mise en lien, la question du financement également. Ou voir, et là on voit que c'est une tendance qui est clairement à la hausse depuis la crise sanitaire, la gestion en direct de centres municipaux de santé. J'entends qu'il y a un micro qui est encore ouvert, il me semble. Je pense qu'on peut le couper. Voilà, donc on voit bien qu'il y a, une nécessité de redéfinir un peu ce rôle entre quelle est la responsabilité de l'État, où est l'impulsion de l'ARS sur ces sujets-là et le soutien qu'elle peut ou pas apporter aux villes dans ce cadre-là. Et en même temps, les habitants qui sont fortement en demande et en expression des besoins sur cette offre de soins déficitaire. Donc, quelques chiffres pour rappeler le contexte, notamment issus du pacte de lutte contre les déserts médicaux qui avait été présenté l'année dernière par le Premier ministre. Donc, il y a 6 millions de Français qui sont sans médecin traitant. Il y a 87% du territoire qui est classé en désert médical. Nous, ce qu'on dit au réseau français, c'est qu'il n'y a pas que les zones rurales, il y a aussi des zones urbaines et fortement urbaines qui sont aussi un désert médical. Qu'il y a une évolution aussi de la patientèle avec beaucoup plus de personnes avec des pathologies chroniques et donc avec un besoin récurrent de suivi, ce qui augmente aussi le besoin de consultation. Et puis aussi des polypathologies qui sont complexes et donc qui demandent un certain temps aussi dans le suivi de ces personnes. On observe aussi positivement une diversité grandissante des professionnels qui sont en exercice. Donc, beaucoup plus maintenant qu'avant de sages-femmes, de diététiciens, diététiciennes, de psychologues. Une montée aussi progressive des postes de médiation en santé. Avec l'évolution aussi du rôle de l'infirmier et de l'infirmière, une réflexion autour de ce rôle, notamment autour du rôle des infirmières en pratique avancée ou encore des kinés qui sont aussi nombreux, de plus en plus nombreux sur les professionnels. Ce qu'on observe aussi, et ça n'est pas que le réseau, c'est issu d'un rapport de la Cour des comptes qui a évalué un petit peu cette offre de soins. On observe aussi une évolution dans la médecine salariée qui est de plus en plus utilisée, ou en tout cas, on va dire reconnue par les médecins. Et donc, on a de plus en plus de médecins salariés qui sont en exercice. Parallèlement, et ça, c'est ce qu'on a pu observer aussi dans le groupe de travail, une augmentation des inégalités sociales de santé.
avec des besoins qui augmentent aussi de par ces inégalités de santé. On a un écart d'espérance de vie entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus qui s'est accru ces dernières années. Donc là, actuellement, on est à 13 ans d'écart d'espérance de vie. Et on a aussi des problématiques autour de patients qui sont atteints d'infections de longue durée qui n'ont pas de médecin traitant, et en particulier pour les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Voilà. Et donc, on observe, par exemple, que certains types de patients sont surreprésentés dans les patients qui n'ont pas de médecin traitant, et donc notamment les patients qui bénéficient de la C2S. Pour rappeler aussi, et ça c'est un élément en particulier qui intéresse les structures qui travaillent sur la santé communautaire, c'est la question de l'existence de discrimination dans le parcours de soins. Ça a été étudié par le Défenseur des droits l'année dernière dans le cadre d'un rapport. Et donc qui rappelle qu'il y a des patients qui ne parviennent pas à rentrer dans le système de soins aussi de par un certain statut ou par des différences et des biais qui sont liés à la question de l'accueil et du suivi et de l'organisation du système de santé. Donc, ce que rappelle la Cour des comptes, c'est qu'on observe clairement une inadéquation entre l'offre et la demande de soins, avec des conséquences sur la question de l'accès aux soins, hein. Pour nommer notamment la question de délai qui s'allonge. Donc ça, c'est souvent ce qui est rapporté. J'ai parlé donc de la part des patients sans médecin traitant aussi, avec un déport sur les urgences fort. Et donc finalement des problématiques de santé qui s'aggravent de par le manque de réponse au niveau de la médecine de ville. Il y a aussi cette question un peu de laisser aller sur des patients plus éloignés du soin qui vont pas aller se faire soigner, donc un renoncement aux soins. Donc ça, c'est aussi une vraie problématique. Et des aggravations d'inégalités territoriales, donc des territoires qui vont être beaucoup plus dotés sur une offre de santé et d'autres, au contraire, où va y avoir une présence de professionnels beaucoup moindre. Donc voilà, on observe tous ces enjeux-là au sein du réseau, et donc on a voulu valoriser un petit peu les réponses qu'apportent les villes sur tous ces enjeux-là. Et notamment, les questions qui se sont posées au niveau du réseau, c'est comment on répond à la problématique de déserts médicaux, comment on travaille l'accès aux soins. Donc ça, j'en ai parlé. Comment construire des réponses, et notamment quel est le niveau de la ville, mais aussi le niveau de l'intercommunalité sur ces sujets-là. Et donc, comment on peut être accompagné et comment on aimerait être mieux accompagné en tant que ville ou intercommunalité, notamment sur les leviers juridiques, financiers ou encore l'accès aux données du territoire sur ces sujets. Donc, d'une part, un des grands volets de travail qui a été ceux des villes qui étaient membres de notre groupe de travail, ça a été la question du recueil des besoins et de l'accès aux données, de la mise en lien entre les professionnels jusqu'à l'accompagnement des professionnels. Donc, il y a des villes qui ont pu travailler notamment des outils de données, de recueil de la présence des professionnels, voire de les cartographier dans un outil à destination interne ou voire externe. Donc là, c'est par exemple la ville de Villeurbanne qui avait fait un flyer à destination des professionnels de santé pour dire voilà, c'est quoi l'offre de santé sur le quartier ou sur le territoire. Ça demande également dans une ville qui travaille sur ces questions-là de pouvoir accompagner techniquement, donc d'avoir une personne qui suit alors à temps partiel ou temps complet, mais en tout cas qui ait du temps dédié sur cet accompagnement-là et du temps politique également de mise en lien. La question du recueil des besoins, elle passe aussi par la question des partenariats et comment on intègre la ville dans différentes structures ou de liens en tout cas avec des structures existantes sur le territoire, que ce soit les URPS, les CPTS, le lien avec les centres hospitaliers. Mais aussi l'articulation avec des dispositifs du type conseils locaux de santé mentale ou plus globalement la question du lien avec la psychiatrie et tout le lien avec les associations de médiation, d'aller vers, qui peuvent se retrouver en termes de partenariat dans des actions vraiment portées dans le cadre des contrats locaux de santé quand il en existe. Mais voilà, en tout cas, cette dimension partenariale, elle fait partie d'une action offre accès aux soins des villes en dehors de l'accompagnement pur et simple des professionnels. Ce qui s'est observé aussi, c'est la ville peut être aussi en posture d'animation territoriale,
sur certains sujets spécifiques, ce qui est le cas par exemple sur des réseaux de veille d'action sanitaire et sociale qui ont été créés par exemple dans les métropoles, enfin la métropole de Rouen ou au Grand Nancy, ou encore la mise à disposition de lieux ressources sur lesquels plusieurs professionnels voilà, se partagent des pratiques et des expériences, ou même apportent des informations aux habitants, comme c'est le cas des pôles ressources santé à Lille. Et peut-être ce sera évoqué tout à l'heure, mais à Châteauroux, on a aussi nommé, on avait relevé dans le cadre de nos travaux précédents l'existence d'un conseil d'organisation de la santé qui faisait le lien entre les différents professionnels. Ensuite, on est sur les enjeux de portage de projets. Donc, ce qui peut s'observer, c'est qu'il y a de plus en plus de villes qui travaillent sur la question de la recherche foncière, de la recherche de locaux, voire quand il y a un projet d'aménagement urbain qui intègre ce projet de santé dans le projet d'aménagement d'un quartier, ou de travail avec les bailleurs qui, par exemple, sont en construction d'un bâtiment ou rénovation d'un bâtiment ou recherche d'occupation de locaux. Et ce travail avec le bailleur va permettre de faire émerger de nouveaux locaux pour les professionnels. Avec aussi, ça peut aller jusqu'à l'ingénierie de projet dans le cadre d'un bâtiment qui se construit en vue de l'installation de professionnels de santé. Alors, avec des enjeux sur la temporalité de ces projets, on pourra éventuellement y revenir. On a aussi des villes qui viennent juste en soutien au projet, sans forcément d'être sur les locaux en tant que tels, mais de faciliter la mise en lien, d'apporter des ressources et des données, de soutien aux réunions de travail ou même de travailler avec la concertation avec les habitants. C'est ce qui peut être aussi fait. Et plus globalement, le rôle de la ville d'articuler entre les différents services, ville, voire intercommunalité, entre santé, aménagement et développement économique. Avec certaines villes qui ont travaillé cette question de quel modèle économique on, on place sur cet accompagnement professionnel de santé, le cadre juridique, qui se pose surtout quand il s'agit de gérer en propre un centre ou d'accompagner, par exemple, un centre ou une maison de santé. Et ça peut aller, et là c'est vraiment dans la déclinaison des nuances, et là c'est une tendance qui est à la hausse actuellement, de porter en propre un centre municipal de santé, voire plusieurs, comme c'est le cas dans certaines villes. Et là, sur ce sujet-là en particulier, on a pu collecter des informations sur le montage de ces projets-là, qu'est-ce que ça signifie en termes de financement et de méthodologie de projet. Donc, sur ce slide, moi, je vous ai mis quelques retours d'expérience sur le sujet global, sur le portage de projet. On a fait une étude de cas sur la maison de santé pluriprofessionnelle Bellevue à Nantes. Donc, je vous ai mis le lien. On a aussi organisé récemment un webinaire plutôt sur les structures qui portent l'expérimentation des structures d'exercice coordonné participative, qui est un modèle innovant de financement de lien entre, on va dire, le secteur santé et le secteur social avec une approche de santé communautaire dans l'accueil des publics. Donc, une réflexion autour du temps apporté aux patients et de l'implication et de la participation des patients également à la structure. Ou encore, ça peut aussi se décliner, comme par exemple à Nîmes, avec une maison médicale de garde qui est soutenue par la ville. Et je vous ai mis également le lien ici d'une autre étude de cas sur un centre municipal de santé, Brest-Croizat à Cherbourg-en-Cotentin, où là, eux, ils sont passés par différents modèles, un modèle de structure de coopération, un modèle de centre municipal. Et donc, on suit un petit peu tout l'historique de décision autour de ce centre de santé. Et donc, le petit bilan un petit peu sur cette question de c'est quoi l'accompagnement sur l'exercice coordonné, quel rôle pour les villes. Donc, nous, on voit qu'il y avait un rôle de plaidoyer déjà dans la création dans le portage de ces projets d'exercice coordonné, le soutien politique et budgétaire. Donc là, on voit que les villes, elles peuvent avoir des compétences en matière d'observation en santé. Alors, petite ville ou grande ville, en tout cas, ça peut être aussi au niveau de l'intercommunalité de travailler cette question d'expertise et de s'appuyer sur des études qui peuvent être réalisées sur la démographie médicale. Un rôle de facilitateur vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis des bailleurs. Un rôle aussi de médiateur par rapport à notamment l'ARS dans le cadre aussi du contrat local de santé. Un rôle de fédérateur où ça peut être aussi ce travail donc, de mise en lien, notamment entre les acteurs libéraux et les acteurs de la santé primaire, et aussi un rôle de financeur, ça on voit bien sur la question du financement de locaux, notamment là où les financeurs, par ailleurs, ne financent pas, les villes
parfois font le choix d'accompagner sur la question des locaux. Et j'en ai profité pour vous mettre le lien vers un dispositif qu'a développé la ville de Paris. Alors, c'est la ville de Paris, donc c'est une très, très grande ville, mais qui est quand même inspirant sur la façon dont ils accompagnent les professionnels de santé sous un format de guichet unique, où ils proposent une facilitation enfin, en tout cas, un processus de suivi des demandes d'installation, de processus de suivi des projets et puis articulation avec notamment les projets d'aménagement urbain. Donc, je vous ai mis le lien ici, ce qui peut peut-être plus intéresser les très grandes villes aux grandes villes, mais qui peut peut-être être inspirant, peut-être notamment pour certaines intercommunalités sur le sujet. Et enfin, sur la question plutôt de rapprocher les habitants des lieux de soins et de prévention et lutter contre le renoncement aux soins, on voit qu'on a tout un panel d'actions que portent les villes qui sont à cheval entre la prévention et la promotion de la santé, l'action sociale et le soin. Et notamment, ce qu'on a pu voir, c'est aussi la réutilisation de lieux existants pour faire de l'accueil, on va dire, en soins primaires, donc notamment dans les maisons de quartier ou dans des espaces prévention dans des lieux publics. Également des structures par public, soit des maisons de 1000 premiers jours, des maisons des ados, sur le suivi aussi de l'éducation thérapeutique des patients, les maisons sport santé, ou encore des actions aussi de prévention, voire de soins au sein des centres jeunesse ou via une collaboration avec les CCAS. Donc il y a aussi toute cette possibilité par la ville de faire le lien avec d'autres structures. Il y a aussi la question autour du recrutement des médiateurs, médiatrices en santé, qui est maintenant une profession qui a une fiche professionnelle reconnue et sur lequel voilà, il y a un volet de soutien des villes, notamment à des postes de médiation en santé. Sur toute la question de l'aller vers, on assiste aussi, au-delà des lieux, on va dire, bâtis, à la question des dispositifs mobiles qui peuvent exister en soi ou complémentaires à une offre existante, qui vont pouvoir, sur une ville, aller dans différents quartiers, faire le lien avec les habitants, apporter de l'information ou des consultations, mais aussi sur un territoire plus grand du type intercommunalité, aller dans les différentes communes pour pouvoir faire le lien avec les habitants. Ça peut aussi faire de la prévention et du soin sur site. Je pense notamment aux étudiants, où parfois il y a des actions qui sont faites au sein des universités. Ou encore, pour aller plus loin, un travail qui est fait par les villes de maraude auprès des personnes en situation de précarité pour s'assurer d'une première ligne de lien et d'accès aux soins. Certaines villes également travaillent sur des passes qui vont permettre de faire de l'accès aux droits et de l'orientation vers des structures. Je l'ai rajouté ici également. On voit que en tout cas, on a fait notre conseil d'administration hier. On voit que c'est une dynamique qui est de plus en plus forte au sein des villes. Les mutuelles communales, on voit qu'en termes d'accès aux soins, c'est un levier sur lequel, a priori, les villes aussi se mobilisent et se positionnent. Donc, au niveau du réseau, je pense qu'on va forcément travailler sur ce sujet-là à terme. C'est abordé, nous, dans notre ouvrage, mais de manière assez limitée. Voilà, et puis pour parler de toute l'approche générale, c'est aussi agir sur l'offre et l'accès aux soins, c'est finalement aussi travailler sur l'alimentation saine dans les cantines, c'est aussi la question des aménagements urbains favorables à la santé, donc comment aussi on intègre cette offre et accès aux soins dans le cadre d'une structure plus globale de la ville, du type tous les processus d'espaces verts, enfin, les accès aux espaces verts ou encore à l'activité physique et sportive. C'est un peu le sens d'ailleurs sur le sport, hein, des maisons sport santé notamment. J'en ai pas parlé, je vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi le volet addiction, hein, avec des structures d'information, de prévention, voire de soins. Et dans les villes aussi, la présence de centres de vaccination, parfois portés en propre par les villes, sur réaliser réellement en soi les vaccinations et les dépistages à destination, notamment de certains publics cibles qui sont moins, on va dire, plus éloignés de ces actions-là habituellement. Et j'en profite aussi finalement pour aussi parler de la question de l'offre et de l'orientation en santé mentale. On parle d'offre et d'accès aux soins, mais il y a aussi le volet santé mentale. Et donc on voit surtout depuis la crise Covid qu'il y a de plus en plus de liens qui est fait avec notamment des psychologues pour assurer des permanences dans certains endroits ou de développer, comme ça a été le cas notamment à Lille, de points d'écoute. Donc là, je vous ai mis le lien vers une vidéo de la ville de Lille, enfin qu'on a réalisée au niveau du réseau, qui parle des espaces écoute santé qu'ils ont mis en place dans différents endroits de la ville.
Voilà, donc c'est ma dernière slide qui vise, et ça vous sera envoyé hein, en termes de slides, les liens vers notre ouvrage donc on a publié en 2021. La synthèse en 4 pages de l'ouvrage. Aussi pour vous envoyer la synthèse d'une journée de travail qu'on avait réalisée dans le cadre de l'accès aux soins dans les quartiers prioritaires de la ville et une précédente synthèse sur la vaccination qu'on avait réalisée en 2020. On a aussi sur notre page sur l'offre et l'accès aux soins plusieurs témoignages dont j'ai pas parlé, des vidéos qui expliquent aussi des actions et les 2 cas d'études que je vous ai transférés. Donc, je vous ai mis le lien vers les ressources. Et pour terminer, la question du plaidoyer que porte le réseau sur ces sujets offre et accès aux soins, pour rappeler qu'il y a globalement 4 sujets sur lesquels on a pu prendre position dans le passé. Euh, et encore récemment, il y a une tribune sur les déserts médicaux qui est sortie sur sollicitation de France Asso Santé et de Que Choisir. Donc là, on a répondu à cette sollicitation. On a aussi le sujet de l'aide médicale d'État, où là, le réseau s'est positionné assez fortement et de manière assez claire sur l'opposition à la restriction et à la suppression de l'aide médicale d'État. La question aussi de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, et donc ça a été rappelé notamment dans le cadre des 50 ans de la loi Veil. Il y a des villes qui travaillent sur cette question-là. Et enfin, je vous en ai parlé, les structures d'exercice coordonnées participatives qui sont actuellement en fin d'expérimentation. Donc, il y a 26 structures actuellement qui attendent la généralisation dans le cadre du prochain projet de loi de finances, qui sont en négociation avec la ministre de la Santé. Donc, qui ont une patientèle, qui sont installées dans les quartiers et avec aussi beaucoup d'autres structures qui attendent une possible généralisation de ce type de modèle qui est en tout cas un modèle très intéressant du point de vue d'une autre manière de faire du soin et de passer aussi plus de temps en participation et en lien avec les patients sur le volet santé et social. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette présentation, parce qu'il me semble que c'était ma dernière slide. Voilà. Donc, on gardera un temps de questions à la fin. Ouais. Merci beaucoup, Maud, de tout ce cadre un peu théorique qu'on va essayer d'illustrer avec 2 témoignages. Le premier, c'est Monsieur Simonet de Châteauroux. Donc, je vous laisse la parole et on espère que ça va illustrer tout ce qui vient d'être dit. Oui, mais bien bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être rapidement vous rappeler le contexte qui est celui de la ville de Châteauroux. Châteauroux, on est une ville moyenne, 43 000 habitants, on est en plein centre de la France, on est dans un département rural et on a aujourd'hui plus de 20% de nos habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Donc on est typiquement ce qu'on peut appeler un désert médical. Et je dirais même qu'en plus des autres déserts médicaux, on a 2 faiblesses supplémentaires. La première, c'est qu'on a une population qui est plus âgée que la moyenne nationale et même régionale, et que ça va s'empirer fortement d'ici 2030, donc ce qui va nécessiter des besoins supplémentaires. Et notre deuxième faiblesse, c'est que non seulement notre population est plus âgée, mais elle est aussi plus pauvre. On a donc des gens qui sont beaucoup plus dans la précarité que ce qu'on a au plan national. À partir de là, on vient de commencer un nouveau mandat municipal. On a fait de la santé notre priorité absolue. Et on a fait une promesse de campagne qui fait sourire certains et qui est très ambitieuse, qui est de dire qu'à la fin du mandat, chaque Castelroussin aura un médecin traitant. Une fois qu'on a dit ça, il faut mettre en place des mesures extrêmement fortes. Et surtout, il faut pas partir. On a l'expérience des erreurs qu'on a pu faire dans le précédent mandat. Il ne faut pas partir dans tous les sens, mettre en place des mesures isolées les unes des autres, en pensant que les mesures qu'on a mises en place sont les bonnes alors qu'on n'en est pas sûr. Il faut agir de façon beaucoup plus méthodologique. Et nous, comment dirais-je, notre action, ça a été de dire, avant de rentrer dans l'action, on va mettre en place une stratégie et on va définir un plan santé. Définir un plan santé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que l'organisation de la santé, c'est technique, c'est complexe. Nous-mêmes élus, nous ne sommes pas des techniciens de la santé. À partir de là, il nous a paru évident qu'il fallait qu'on se fasse accompagner.
et où on a décidé de se faire accompagner par une société qui s'appelle Santé et Territoires, qui n'est autre que la filiale santé du Crédit Agricole que tout le monde connaît. On travaille avec ces gens-là depuis le début du mandat et aujourd'hui, on en est particulièrement satisfait parce qu'on constate qu'on a affaire à des gens qui sont, c'est un vrai réseau de professionnels, ils ont une vraie expertise, ils ont un vrai réseau dans le monde de la santé et puis ils sont très proches des territoires. La première action, on est parti sur une phase de 4 mois qui part de début avril et qui est en train de se terminer là, à la fin du mois, qui a été une phase pendant laquelle on a défini cette stratégie et pendant laquelle on a arrêté le plan santé. Ça a nécessité toute une approche, toute une étude préalable parce il a fallu objectiver les besoins, il a fallu objectiver les ressources, faire le point de nos faiblesses et de nos forces. Et tout ça, c'est la partie préliminaire qu'on vient de terminer, qu'on est en train de terminer. Notre plan santé, aujourd'hui, il est en cours de finalisation, mais il est pratiquement arrêté. Et il est construit sur 6 axes. Le premier des axes, il est de fédérer tous les acteurs de la santé de notre territoire. D'abord, les acteurs institutionnels, donc je pense à l'ARS départementale, je pense à la CPAM, à la CPTS, et puis à tous les autres acteurs de la santé, directeurs d'hôpital, directeurs de clinique, etc. Donc tous ces gens-là, on les fédère, on les fait adhérer à notre plan santé, et on les intègre dans un comité de pilotage qui va se réunir régulièrement pour décider de la mise en place des actions et pour surtout analyser leur suivi. Le deuxième axe de ce plan santé, il est tout simplement, et ça c'est un axe principal, c'est d'attirer des ressources médicales. Si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est parce qu'on n'a pas de médecin. Donc il faut impérativement qu'à un moment ou un autre, on réussisse à faire venir des médecins à Châteauroux, à faire venir des médecins sur notre territoire. Ce dont on est convaincu, c'est que les médecins qu'on fera venir dans notre ville, ce ne sont pas des médecins déjà en activité qui exercent ailleurs, ou alors si ça arrive, ça sera tout à fait marginal. Les médecins qu'on réussira à faire venir sont des jeunes médecins, sont des étudiants qui viennent d'être diplômés et qui décident de s'installer. À partir de là, tous les moyens forts qu'on va mettre en œuvre, on va les mettre auprès des étudiants en médecine. On va le faire auprès des externes, on va le faire auprès des internes, et surtout, on va concentrer nos efforts sur la nouvelle, sur les médecins juniors, dont la première promotion va donc arriver avant la fin de l'année. Donc, ce qu'il faut, et ça c'est notre objectif, c'est de travailler auprès de toute cette population des étudiants et surtout des médecins juniors, parce que les médecins juniors sont des gens qui sont en 10e année de médecine, qui peuvent déjà exercer avec une certaine indépendance et qui sont véritablement à la veille d'exercer de façon définitive et de s'installer. Donc ça, c'est notre cible. Pour atteindre cette cible-là, plusieurs moyens. Le premier axe, c'est de développer des stages, parce que pour avoir des médecins juniors, il faut qu'on multiplie les stages, les médecins qui soient capables de les accueillir. Donc, on va faire un travail auprès de chaque médecin libéral de Châteauroux, de voir comment il peut, de l'inciter à recueillir des médecins juniors en stagiaires, de lui faciliter l'installation matérielle de ces jeunes médecins juniors. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va faire un gros travail de promotion et de lobbying, je dirais, auprès de la faculté, auprès des associations d'étudiants et auprès aussi de chacun des internes qui sera passé par Châteauroux. Ensuite, il faudra qu'on les accueille, de la façon la plus séduisante possible. Donc, on a une agence d'attractivité du territoire qui a un caractère départemental, c'est le département qui la gère, dans laquelle on a 2 personnes qui sont strictement dévoluées aux étudiants en médecine. Donc, il y a un véritable accueil, on essaye de les insérer dans la vie locale, on les accueille, on leur crée de l'animation,
Et puis, on leur propose, quand ils le veulent, un logement complètement gratuit. Notre département pour les internes, vient d'instituer une aide de 250 € pour les indemnités de leur coût de transport. Donc ça, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui devraient nous permettre d'être attractifs auprès de cette population-là. Donc, le premier point, le deuxième point de notre plan, c'est celui-là, c'est travailler sur les étudiants en médecine en mettant, enfin, je ne rentre pas dans un détail je vais pas aller très loin dans le détail, mais ce qui est important, c'est toute une palette de moyens qu'on va mettre en œuvre pour attirer ces médecins juniors. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est de développer des structures coordonnées, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'aucun médecin n'a envie de travailler tout seul, qui viendra parce qu'il aura des structures d'accueil. Ça, c'est le premier point qu'on sait. Le deuxième point qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui veulent travailler de façon libérale, et puis il y a des gens qui veulent travailler de façon salariée. Donc, il nous faut à la fois des MSP, et puis à la fois des centres de santé. Alors, on a une MSP. Il faut impérativement pour nous qu'elle soit dans un quartier prioritaire de la ville, parce qu'il y a un aspect fiscal qui est très incitatif et sans lequel on loupera beaucoup de professionnels. Nous avons à Châteauroux 3 quartiers prioritaires de la ville. Dans le premier quartier prioritaire de la ville, on a créé une MSP qui existe depuis maintenant 4 ans, qui marche très très bien. On a 13 professionnels de santé dans cette MSP, et sur ces 13 professionnels de santé, nous avons 6 médecins généralistes. Et parmi ces 6 médecins généralistes, nous en avons 2 qui étaient des médecins déjà existants qui exerçaient en libéral dans la ville, et nous en avons 4 qui sont des nouveaux médecins. Nous sommes en train de travailler pour créer une deuxième MSP dans le second quartier prioritaire de la ville. Cette deuxième MSP, nous pensons pouvoir l'ouvrir en fin 2027, début 2028. Et enfin, on a un troisième quartier prioritaire de la ville dans laquelle on projette également une troisième MSP, mais ça va être à l'horizon 4-5 ans, parce qu'on s'aperçoit qu'entre le moment où on décide de créer une MSP et le moment où cette MSP est fonctionnelle, il se passe toujours un certain temps, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Trop chaud dans le bureau. Hein. Ah ouais. Moi, je sais pas comment ils font pour David et Mathilde. Ensuite, il faut pouvoir attirer aussi les médecins qui souhaitent travailler avec un statut de salarié. Et on a depuis 4 ans maintenant un centre de santé qui s'appelle l'OSAT, qu'on gère dans le cadre d'un GIP avec la région Centre. Et ce centre de santé nous permet d'attirer des médecins salariés. Nous avons 2 médecins salariés à temps plein. Et surtout, il nous permet auprès des médecins libéraux qui partent en retraite de leur proposer, pendant une période transitoire entre le moment où ils travaillaient à plein pot et le moment où ils sont complètement en retraite, de venir avec un statut de salarié, travailler encore quelques jours par semaine ou une semaine par mois. Donc ça, ce sont des choses qu'on va développer parce que ça nous paraît incontournable. Le quatrième axe sur lequel on va travailler, c'est sur la télémédecine assistée. Parce que bien évidemment, tous les moyens qu'on met en œuvre pour attirer de nouvelles ressources médicales, on est tout à fait conscient du fait que ça va prendre un petit peu de temps. Et pendant la période transitoire, il faut qu'on réponde aux besoins des habitants. Donc, on est en train de travailler sur un lieu dans lequel on fera de la télémédecine assistée, avec des infirmiers et des infirmières qui seront complètement dédiés à ça, qui sont équipés, on en a déjà 2 qui travaillent, qui sont équipés avec des manettes de téléassistance, qui sont des outils très sophistiqués, qui vont leur être financés à hauteur de 80% par notre département. Donc, on est en train de travailler sur la ressource des infirmiers. Quant à la ressource des médecins qu'on aura, on l'a à travers Santé et Territoire, à travers une autre filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Obédis et qui constitue une ressource très intéressante en la matière. Donc voilà pour les points principaux. On va aussi avoir tout un axe sur la prévention
et plus particulièrement, alors sur la prévention, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de structures qui font de la prévention et qui en fait, je dirais, un petit peu plus un peu dans tous les sens. C'est pas bien ordonné. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de faire une cartographie de qui fait quoi, et puis de rationaliser les travaux de chacun. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la plus forte ALD, la plus forte affection longue durée qu'on a sur le département, ça concerne le diabète. Donc, on va faire un focus sur le diabète et on va essayer de faire un gros travail de recherche des gens qui ont le diabète, et puis de mettre derrière une structure de suivi. Donc, j'ai essayé d'être rapide parce que si on rentre dans le détail, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Mais ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est le schéma général de ce qu'on est en train de mettre en place. Et mais merci énormément, Monsieur Simonet, de cette intervention qui était très riche, mais comme vous l'avez dit, aussi synthétique, et je pense qu'il va aussi laisser la place à quelques questions. C'est bien parce que vous avez vraiment parlé de tous les aspects de ce sujet-là, du début de l'école de médecine jusqu'à la retraite, en parlant par la téléconférence. C'est super. On va compléter cette intervention par cette fois-ci une petite escapade à Rezé avec Monsieur Audubert qui va nous parler du même sujet. Et puis après, on fera un temps d'échange. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc je vais évoquer des questions qui vont être assez proches de ce qui vient d'être évoqué par mon collègue de Châteauroux. Donc moi, je suis élu à la santé et aux solidarités. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la création de ce pôle santé lorsqu'on est arrivé à la ville en 2020. Comme vous savez, c'était en période Covid. On a été élu au mois de juillet et on a appris en arrivant que les 6 médecins d'un cabinet médical qui était situé en QPV, en quartier prioritaire de la ville, quittaient leur cabinet au mois de septembre. Et la conséquence, c'est que 4000 habitants de ce quartier prioritaire se retrouvaient sans médecin traitant. Il n'existait pas alors à la ville de délégation santé. C'était un engagement de campagne qu'on avait de créer une délégation santé. Donc, il a fallu agir et réagir très vite. La première action qu'on a faite, ça a été de remettre des médecins dans ce cabinet médical, ce qui a été un peu compliqué puisque le cabinet médical totalement déserté, on va dire quasiment du jour au lendemain par les 6 médecins qui l'occupaient, était déserté. Et donc, le propriétaire n'ayant plus de locataires, on a pris la décision de racheter ce cabinet médical, de le rénover, de le réhabiliter, de remettre du matériel un peu plus récent, etc., en se disant, voilà, ça va attirer de nouveaux médecins et on va pouvoir rouvrir assez rapidement. Eh bien, il nous a fallu à peu près 1 an et demi pour qu'on puisse réunir une équipe médicale qui puisse intégrer ce cabinet 1 an et demi après. Et donc maintenant, ce cabinet médical fonctionne avec une équipe de 6 médecins. Ça a été compliqué, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'équipe déjà, il n'y avait pas de projet sur le territoire d'une équipe médicale de 4, 5 ou 6 médecins qui souhaitaient travailler ensemble. On a eu quelques médecins qui disaient « moi je voudrais bien m'installer, mais pas tout seul ». Et donc ça a été assez compliqué de trouver cette équipe médicale qui allait s'installer. Donc on a travaillé avec l'environnement médical, avec les structures, on a travaillé avec la CPTS, on a travaillé avec l'ARS, on a travaillé avec l'ordre des médecins. Donc on a fait un peu feu de tout bois pour qu'on puisse au bout d'un an et demi reconstituer cette équipe médicale au fur et à mesure. Ce cabinet n'est pas pour autant resté vide pendant cette année et demie, puisqu'on y a accueilli une antenne de psychiatrie, le CIPAD, qui intervient à domicile pour des soins un petit peu d'urgence. Et puis, on y a fait aussi un centre de vaccination qui se trouvait fort à propos pendant la période Covid. Je reviens sur le fait qu'on a voulu créer une délégation santé qui n'existait pas. Pourquoi c'est important une délégation santé pour nous ? C'est parce qu'on va avoir vraiment une équipe au sein de la ville qui va pouvoir agir par rapport au projet santé. Avoir une délégation santé, ça veut dire qu'on a recruté une coordinatrice santé. Donc, on a créé un poste.
On a intégré cette délégation santé à la direction solidarité, qui est maintenant la direction solidarité santé. Et donc maintenant, depuis toutes ces années, sur cette délégation santé, on a une direction adjointe, une coordinatrice santé, un élu, et puis des élus sur les autres directions, sur les autres délégations, puisqu'on a une santé environnementale, etc. Une fois qu'on a eu cette délégation santé créée et donc dotée de moyens, évidemment, on a travaillé, comme le collègue précédent, sur un plan local de santé. On souhaitait au départ faire un contrat local de santé, mais comme on est Rezé, c'est une ville qui est dans la métropole nantaise, on est voisin de Nantes, on touche Nantes, eh bien la décision de l'ARS avait été de ne financer que des contrats locaux de santé métropolitains. Donc on ne pouvait pas être financé pour un contrat local de santé. On a quand même monté notre plan santé. Et on a agi aussi, comme le collègue précédent, avec méthode, puisqu'on a réalisé un diagnostic santé qui a été très complexe, puisqu'il nous a pratiquement pris une année de réaliser ce diagnostic, de l'analyser et d'en tirer les conséquences. Pourquoi ça a été long? Parce qu'on a réalisé des questionnaires auprès de la population, on a réuni des groupes, des associations, des groupes de travail, on a fait des concertations avec des groupes de jeunes, on a fait des concertations avec des seniors, on a fait des concertations avec différents publics et différents habitants de la ville. Et ce qui nous a donné un certain nombre, et les professionnels bien entendu, j'allais les oublier, mais on a travaillé aussi bien avec les médecins généralistes que les spécialistes, que les pharmacies, etc. Et donc ça nous a donné un certain nombre d'indicateurs qui nous a permis de rédiger, d'en faire une analyse et de rédiger ce plan santé qu'on a décliné en six axes, dont je vais vous faire grâce, parce que si je détaille les 6 axes, je vais être trop long. Mais globalement, on retrouve des axes un peu similaires dans les contrats locaux de santé, dans les plans santé. On a une approche santé qu'on a voulu globale, au sens santé OMS, et pour aborder l'ensemble des questions liées à la santé, que ce soit la santé environnementale, la santé mentale, l'offre de soins, l'accompagnement du public, etc. Sur quoi on a vraiment voulu agir également, une fois que cette équipe médicale a été installée, c'est d'être en veille pour que sur la ville, on conserve une offre médicale de généralistes, de paramédicaux et de spécialistes qui soit suffisante et qui soit cohérente par rapport aux besoins de la population. Alors pour ça, il a fallu qu'on se mette énormément en relation et qu'on crée de l'interaction avec l'ensemble du milieu professionnel, médical et paramédical. Donc on a créé beaucoup d'actions pour faire de l'interconnaissance. En fait, l'objectif qu'on avait, c'était de faire de l'interaction entre la santé, l'hôpital public, la santé libérale et la collectivité, pour qu'on puisse travailler ensemble sur une approche globale un petit peu de l'offre de soins, du maillage territorial et de la prise en compte des besoins des habitants. Alors c'est toujours en cours ce travail-là, ça a été un petit peu long et assez compliqué à mettre en place, mais on y est arrivé au fur et à mesure en créant plusieurs actions en direction des soignants. J'en cite quelques-unes, je vais sûrement en oublier, mais on a fait par exemple, et on fait toujours, une rencontre annuelle des professionnels pour qu'on puisse faire de l'interconnaissance, que nous, on ait une vision sur l'existant, mais que les professionnels entre eux puissent aussi se croiser et se connaître, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Et donc, ces rencontres annuelles, elles se déclinent avec les professionnels médecins, aussi avec les partenaires, donc sont invités la CPAM, l'ARS, la CPTS et différents organismes de ce type-là pour que tout le monde puisse parler ensemble d'un certain nombre de sujets. Donc sur les rencontres annuelles, on a eu des rencontres thématiques sur la santé des personnes âgées, on a fait des rencontres thématiques sur la santé mentale, on a fait des rencontres thématiques sur l'offre de soins. Ça permet quand même de créer une action un petit peu globalisée et globalisante sur le territoire. Je n'avais pas précisé, mais vous êtes sans doute assez nombreuses et nombreuses à ne pas connaître Rezé. Rezé, c'est une ville moyenne de 45 000 habitants, à peu près. On fait également, on l'a mise en place sur le mandat précédent, et on va le refaire sur ce mandat-là. On fait une soirée d'accueil des nouveaux médecins qui s'installent. On ne sait pas toujours qui sont les médecins qui viennent s'installer, il faut un peu aller à la recherche. Et en faisant
réunions, cette soirée d'accueil des nouveaux médecins, et ben, ça permet d'une prise de contact et ça permet aux médecins entre eux aussi de se connecter et ça nous permet à nous de leur donner un certain nombre d'informations sur le plan local de santé, sur ce qu'on veut développer, sur comment on va accompagner les publics et comment on va accompagner les gens. On a fait un gros travail aussi avec la CPTS. On fait partie de plusieurs commissions au sein de la CPTS pour travailler également sur le maillage territorial de médecins et de soignants, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient paramédicaux. Sur la relation qu'on a avec les habitants, le fait qu'on soit en relation aussi avec les soignants sur le territoire de Rezé, que ce soit les MSP ou que ce soit les cabinets médicaux, que ce soit les structures aussi autour de la psychiatrie, puisqu'on a un hôpital psychiatrique qui est très voisin de la ville de Rezé, mais avec qui on travaille beaucoup, et l'hôpital généraliste également. Eh bien, on mène des actions en direction du public avec des associations. J'en prends un exemple. On a fait il y a quelque temps un forum sur les accidents vasculaires cérébraux qu'on a fait avec France AVC. En partenariat avec une MSP, donc il y avait l'association France AVC, il y avait AVC, il y avait la MSP du quartier Pont-Rousseau, et puis on avait invité également, puisqu'on travaille avec eux, on a une convention avec l'UFULUP Sport Santé, et on a pu décliner la question du risque d'AVC à travers ces différents témoignages et ces différents témoins, et on a pu inviter comme ça des habitants qui ont pu participer à ces échanges et se nourrir. Je reviens un tout petit peu sur l'idée du diagnostic. Quand on est allé à la rencontre des habitants, il y avait évidemment deux objectifs. Le premier objectif, c'était de pouvoir ressentir quels étaient les besoins exprimés par les habitants en matière d'accès, d'offres de soins, d'accès à la santé. D'ailleurs, les résultats ont été assez intéressants parce que on imaginait que majoritairement, ça va être « moi, il me faut un médecin traitant », etc. Mais on a eu beaucoup de réponses sur la gestion du stress, l'environnement, l'éco-anxiété, etc., qui nous a permis aussi d'affiner les résultats par rapport à ce diagnostic-là. Le deuxième intérêt de ce diagnostic santé, ça a été de sensibiliser la population au fait que la ville avait une volonté de se mobiliser, d'intervenir et d'être proactif sur les questions liées à la santé. Et donc, par là, d'envoyer un message aussi en disant, voilà, la collectivité, elle peut aussi être incitatrice. Alors, elle n'a pas des réponses médicales, on ne va pas se substituer, évidemment, vous l'imaginez bien, au milieu médical, mais en tout cas, on est en interaction. Par rapport aux médecins, on est aussi en veille par rapport au départ en retraite et par rapport à l'arrivée de nouveaux médecins. Parce que, évidemment, on est sur un nombre de médecins pas négligeables qui vont partir en retraite dans les 5 prochaines années. Or, les médecins qui partent en retraite n'ont pas les mêmes pratiques que ceux qui arrivent. Et donc là, se posent des questions. Il ne s'agit pas pour nous de chercher des médecins qui pourraient s'installer dans le cabinet du médecin qui part, mais de travailler avec l'urbanisme pour trouver des locaux qui soient adaptés aux nouvelles pratiques, enfin aux pratiques actuelles de la pratique médicale, à savoir la pluriprofessionnalité, à savoir le fait que les médecins veulent être plusieurs dans un même cabinet, pouvoir échanger, pouvoir monter des projets. Donc, il faut trouver des locaux qui fassent 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, etc. Et s'il n'y en a pas, il faut les imaginer. Il faut être en veille aussi sur les constructions et on travaille avec les bailleurs sociaux. On travaille avec les promoteurs aussi. On a 2 ZAC qui sont en train de zones d'habitation concertée qui sont en train de se constituer sur la ville de Rezé. Et moi, j'ai été très surpris sur les projets de la grosse ZAC qu'il va y avoir d'ici quelques années, qu'il n'y avait pas forcément d'espace prévu santé, alors qu'on prévoyait des espaces sport, des espaces de regroupement des citoyens, des espaces loisirs, etc. Et il n'y avait pas forcément d'espace santé. On nous disait, oui, mais on a des bâtiments immeubles 80 mètres carrés qui pourront être utilisés à ça. Et là, on s'est fortement mobilisé avec les collègues de l'urbanisme, avec l'urbanisme à la métropole également, pour dire, mais non, là, c'est plus du tout d'actualité. Il faut imaginer des surfaces de 250, de 200 mètres carrés pour que des médecins puissent, des équipes médicales puissent s'installer. Évidemment, on a réussi à obtenir gain de cause et on a maintenant des espaces qui sont, on va dire, sanctuarisés, sans qu'ils soient pour l'instant occupés puisqu'ils ne sont pas encore sortis de terre.
Et on a l'exemple, et j'en terminerai pour ne pas être trop long, de l'équipe médicale qui s'est installée dans les locaux qu'on avait rachetés et qu'on a accompagnés avec des loyers extrêmement bas pour qu'ils puissent s'installer rapidement dans ce cabinet qui avait été déserté. Il se trouve que dans les projets de travaux qui vont être faits par la ville, ces bâtiments vont être détruits à l'horizon 2029-2030 et on est sur un projet de relogement, on va dire, de cette équipe médicale dans une ZAC sur un nouveau bâtiment qui va être évidemment imaginé sur une évolution de leur pratique médicale en collaboration aussi avec l'équipe du CIPAD, du soin infirmier en psychiatrie, qui va pouvoir intégrer ces locaux. Et là, on travaille avec la métropole, avec l'urbanisme, pour pouvoir gérer ce projet dans un délai qui permettra à l'équipe de déménager relativement rapidement. Donc voilà, en gros, j'ai oublié sûrement beaucoup de choses sur une période de 6 années de mise en place de ce plan santé, etc. Mais je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Eh bien, merci énormément, Monsieur Gilbert, de ce témoignage très riche. Je pense que ça va susciter énormément de questions. Je regarde le chat, il me semble que j'en ai vu une de Zanim Loussini. Alors, il y a une note qui vient d'arriver, mais Zanim Loussini demande pourquoi les 6 médecins ont décidé de partir en 2020. Est-ce que c'était un départ à la retraite? Est-ce que c'est autre chose? Alors, alors on n'a pas les raisons vraiment, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une des raisons de ces formes de cabinets médicaux dont certains médecins sont propriétaires et d'autres sont locataires. Et ça a pu, a priori, créer de la mésentente, des tensions, et en fait, l'équipe s'est séparée. Pour ces raisons-là, ils n'étaient pas du tout sur le départ en retraite, mais ils ont choisi de partir les uns et les autres sur des horizons différents. Eh bien, je vois qu'il y a une main levée de... Excusez-moi. Safateris. Eh bien, enchantée. Bonjour tout le monde, merci pour toutes ces présentations vraiment très intéressantes et qui nous permettent un peu d'avoir vos expériences et vos retours. Alors moi, je suis nouvelle élue santé donc dans une ville du 94 à 30 000 habitants. Et j'avais une question par rapport aux centres municipaux de santé. Donc, bon, la ville a fait le choix d'ouvrir un centre municipal de santé qui fonctionne plutôt bien. Par contre, ma question, c'est quel est votre retour? Parce que nous, concrètement, on a un reste à charge quand même de la mairie qui est assez important. Euh, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont ce genre de structure dans leur ville, comment vous organisez avec ça, sachant que ben, les budgets pour les villes sont de plus en plus, s'amenuisent de jour en jour. Ça ne nous a pas empêché d'aller plus loin, de proposer de rénover. On a un projet d'un nouveau centre municipal de santé un peu plus, voilà, qualitatif sur les équipements, etc. Donc, on continue à investir. Mais voilà, est-ce qu'il y a des moyens alors, on est à l'image de l'hôpital public, si j'ose dire, hein. On va pas, on s'attend pas à avoir de l'argent sur la santé des gens. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour ce projet qu'on a de centre municipal de santé rénové? Est-ce que on peut pas rentabiliser entre guillemets certains aspects, faire entrer un peu de télémédecine. Est-ce qu'un SAMI, dans ces cas-là, dans des structures non occupées le soir, c'est quelque chose qui peut être envisagé pour valoriser ce lieu voilà, hein, qui reste quand même inoccupé sur une grande partie de la nuit, si j'ose dire, et de certains jours. Voilà, je souhaiterais avoir votre retour là-dessus. Merci. Oui, je peux prendre la parole? Bien évidemment, allez-y. D'accord. Alors, moi, je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe à Châteauroux. Notre centre de santé de Châteauroux, on n'aurait jamais osé monter un centre de santé municipal parce que c'est beaucoup trop lourd à porter et c'est très coûteux. On l'a fait dans le cadre d'un GIP avec la région Centre. Donc, la région Centre a créé un GIP dans lesquels elle associe toutes les communes qui souhaitent monter un centre de santé. Donc, dans ce GIP, aujourd'hui, on a, je crois, 21 ou 22 centres de santé dans 21 ou 22 communes de la région Centre.
la répartition des coûts, elle se fait de la façon suivante. Nous, communes, on prend en charge le coût total du local et le coût de la secrétaire. Et le centre de santé et la région assume le financement du déficit. Mais ce déficit, il est assez réduit parce qu'ils ont des équipes dédiées et les coûts sont en fait mutualisés entre les 20 centres de santé. Donc c'est un modèle qui, pour moi, fonctionne pas mal et dont on est assez satisfait. Ok, merci. Et pour ceux qui ont un CMS de ville, comment absorber ce genre de déficit si parmi vous... En fait, je crois que des centres de santé municipaux, on en a assez peu. Et justement pour des raisons de coût, hein. C'est extrêmement coûteux et c'est très très difficile à faire porter par une municipalité toute seule. Hmm. Peut-être pour dire, donc il y a l'exemple que j'ai donné du centre municipal de Cherbourg-en-Cotentin. Donc je pourrais vous donner la fiche qui explique un peu le modèle économique. Mais en effet, c'est un vrai sujet, hein, cette question du modèle économique des centres de santé municipaux. Et on abordera aussi ce sujet-là, nous, lors de nos prochaines rencontres nationales où on va organiser un atelier et ce sera par exemple, la ville de Fontenay-sous-Bois a aussi porté un centre municipal de santé récemment. Et on voit que ça essaime quand même en termes de plus en plus de villes qui portent ces centres municipaux et souvent il y a un travail pluriacteur, c'est-à-dire que la ville seule ne porte pas le projet. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la pérennité de ce dispositif. Merci. Merci beaucoup. J'ai cru voir qu'il y avait plusieurs questions dans le chat. Alors, 3 questions. La première, existe-t-il des données sur l'impact des guichets uniques d'installation? Si jamais il y a une réponse directe. Moi, je ne suis pas experte du sujet. On a porté le groupe de travail il y a quelque temps au niveau du réseau. À ma connaissance, non, mais peut-être certains participants auront l'information en interne. Mais Très à ma bien. connaissance, bah, ouais. Il y a une question qui porte sur Rezé. Existe-t-il des chevauchements entre votre plan local et le CLS métropolitain? Et si oui, comment est-ce que vous avez travaillé cela avec l'ARS? Donc je laisse plutôt Monsieur Dubert répondre. Alors, la question c'est, existe-t-il des chevauchements? Ça dépend de ce qu'on entend par chevauchement. Il y a des choses qu'on a déclinées de façon commune, effectivement. Maintenant, les rôles ne sont pas identiques entre le rôle de la métropole et le rôle des villes. Et la métropole, elle a plutôt un positionnement de pouvoir répondre et accompagner des développements de projets santé ou de questions de santé sur les 24 communes de la métropole, recevant, elle, la métropole, les financements dédiés et versés par l'ARS ne finançant que le CLSM, que le contrat local de santé métropolitain. Et donc, les villes peuvent s'associer entre elles pour porter des projets santé, répondre à des appels à manifestation d'intérêt portés par la métropole, etc. Donc, sur le contenu, on est assez proche, on va intervenir, la métropole et nous, la ville, sur le plan local de santé, sur des questions un peu identiques, mais pas du tout de la même façon. Nous, on va être dans une opérationnalité de terrain. La métropole va être dans l'accompagnement au portage de projets. Voilà. Merci beaucoup de cette réponse. Et enfin, une troisième question dans le chat, cette fois-ci plutôt pour Châteauroux, je crois comprendre. Comment les acteurs proposant des actions de prévention prennent-ils votre projet de cartographie de rationalisation? C'est la question. Bah, pour le moment, ils ne le prennent pas parce on était dans la phase de décision, mais on n'est pas encore passé à l'action sur le sujet. Mais a priori, moi, je n'aurais pas trop de crainte sur le sujet parce que je pense que les acteurs comprendront nos motivations et comprendront dans quel but on a cette démarche-là, tout simplement, hein. Ok, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, que ce soit, vous pouvez les écrire dans le chat, sinon levez la main. Il nous reste encore quelques temps quand même pour prendre quelques questions, puis après on conclura sur les prochaines dates du réseau et le partage de ressources. Mais en attendant, n'hésitez pas en tout cas. Et ben alors, s'il n'y a pas de questions, je passe à à la partie conclusion. Et puis, au besoin, on pourra rester quelques minutes après pour répondre à tout ça. Hop. Donc, pour conclure, les prochaines étapes, alors le prochain événement du réseau, et puis quel événement? Ce sera les rencontres nationales du réseau qui se tiendront du 24 au 26 novembre à Lyon. Alors, je le rappelle, c'est un événement qui est uniquement pour les villes santé. Et puis, en cette même période, on va renouveler le conseil d'administration et donc aussi le bureau. Donc, si jamais c'est quelque chose voilà, qui vous intéresse vraiment de s'impliquer dans ce réseau, n'hésitez pas à candidater. Et puis plus largement, comment s'impliquer dans le réseau français Ville Santé? Ben, si jamais vous ne le connaissez pas, il y a un prochain webinaire sur l'adhésion qui va se dérouler le 7 septembre. Je vous enverrai par lien si vous le souhaitez le formulaire d'inscription. Et puis comme je l'ai dit, c'est s'impliquer dans le réseau, c'est aussi faire partie du bureau et du conseil d'administration, mais de manière plus générale, c'est aussi voilà, s'appuyer sur les ressources qui existent sur notre site internet. Et puis pour les villes santé, c'est aussi s'appuyer voilà, sur les ressources qui sont sur l'espace réservé du réseau français Ville Santé. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'importe quoi, je suis bien évidemment disponible. J'ai mis mon mail sur la slide ainsi que celui de Maud, la directrice du réseau. Et je pense que j'en ai fini. Je vous enverrai un mail récapitulatif avec tous ces liens pour ces ressources, mais aussi les liens pour les webinaires passés si jamais vous voulez si jamais vous souhaitez y regarder, et puis plus globalement le lien vers la page municipale 2026 du réseau, sur lequel vous allez trouver toutes ces ressources, plus le kit nouvel élu, dont je vous ai parlé en début de réunion, voilà, qui vraiment regroupe un ensemble de ressources jugées prioritaires. Pour nous avoir les prochaines dates par mail à venir, oui, bien sûr. Si jamais vous avez votre agenda sous les yeux, ce sera le jeudi 10 septembre, sur le même créneau horaire, donc de 13h à 14h15, sur la thématique de la santé environnementale. Peut-être. Oui, allez-y. J'aurais envie de rajouter un mot, je vais faire un peu de promotion. Mais comme vous avez dit qu'il y avait beaucoup de villes qui participaient à ce webinaire et qui n'étaient pas au réseau Ville Santé, pour dire que c'est un réseau qui est extrêmement riche et extrêmement important pour être accompagné, pour s'accompagner, pour avoir de la ressource sur les projets santé, sur les différentes thématiques qu'on peut avoir à développer sur la santé. C'est un réseau qui est très interactif, qui produit énormément et sur lequel on trouve vraiment de la ressource. Donc voilà, je fais un peu de publicité non intéressée pour adhérer au réseau Ville Santé. Merci beaucoup, Philippe, pour ce soutien et pour dire aussi que sur ce sujet-là d'offre et d'accès aux soins, on souhaite justement relancer dans notre future feuille de route le sujet offre et accès aux soins avec de nouveaux groupes de travail, de nouvelles productions qui vont ressortir. Donc voilà, le fait qu'on ait travaillé ces sujets-là dans le passé ne veut pas dire qu'on a complètement arrêté. On va vraiment se relancer sur les prochaines années sur le sujet. Voilà, et donc justement, on vous rajoute de nouvelles ressources encore sur ce lien. Et je pense juste à la question des données. Je vous ai mis le lien vers la zone CPTS qui permet de donner des données sur la démographie médicale sur une zone CPTS ou encore sur les liens vers d'autres structures. Dans le cadre des MSP, c'est le travail avec Santé qui a aussi un kit à destination des élus. Donc, je vous le mets là. On n'a pas mis le lien, mais il suffit d'aller regarder sur Internet. Donc, c'est avec Santé. Et pour les centres de santé, il y a la Fédération nationale des centres de santé qui a aussi son association. Et il y a le collectif des centres de santé communautaires, plutôt sur la partie article 51, dispositif
la structure d'exercice coordonné participative. Et enfin, on ne les a pas mentionnés, mais les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, peuvent aussi éventuellement apporter des éléments d'information. Voilà. J'en termine là. Et puis peut-être du coup pour remercier nos deux élus qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui à cet échange et puis aux participants présents aujourd'hui en vous souhaitant un bon été et donc on vous retrouve à la rentrée donc pour le dernier webinaire de ce parcours nouvel élu. Et on vous sollicitera après ce parcours aussi pour que vous puissiez nous donner votre retour sur comment vous avez voilà, apprécié ou pas, ou en tout cas suivi ce parcours, et est-ce que ça vous a été utile dans le début de votre mandat. Donc, on vous sollicitera d'ici la fin de l'année pour avoir vos retours qui seront très précieux pour nous, pour nous améliorer et enrichir nos ressources. Donc, merci beaucoup à toutes et tous et bonne journée.